La parité, qu'est-ce que c'est? Quels sont les points à améliorer encore aujourd'hui? On en parle aujourd'hui avec Caroline Coty. Bonjour Caroline. Bonjour Sarah. Merci infiniment de me recevoir. Avec plaisir. Caroline, dis-moi, comment une enfant qui quitte le Liban en pleine guerre se retrouve à choisir cette bataille-là de la parité? Alors effectivement, on me pose souvent cette question en me disant d'où est venue cette passion? Comment se fait-il qu'au Québec, ça fait quand même maintenant 27 ans que je vis ici, mais comment ça se fait que tu es devenu un peu un symbole de cette quête de la parité ici? En fait, c'est pas compliqué. Le lien est là, il existe, il fait du sens quand on y pense. C'est que quand j'étais enfant et que j'ai grandi au Liban, donc mon enfance, mon adolescence pendant la guerre, j'ai vu énormément d'injustices. J'ai vu beaucoup de choses qui, dans mes yeux d'enfant, ne faisaient aucun sens et qui me semblaient difficiles à renverser, à changer, parce que c'est un pays qui était aux prises avec évidemment la guerre, avec des tensions religieuses, avec une discrimination, même, je dirais même un racisme qui est assez poussé, parce que les personnes d'origine étrangère qui vivent au Liban sont pour la plupart des domestiques, des chauffeurs, etc. Donc il y a une espèce de eux et nous, et aussi entre les classes socio-économiques, donc les riches, les pauvres. Et bon, moi je venais d'une famille très aisée, bourgeoise, catholique, qui allait bien, mais je constatais des choses, parce que dans notre famille, il n'y avait pas toutes ces discriminations, surtout envers les bonnes. Parce qu'on avait, comme toutes les familles libanaises d'un certain statut, on avait des domestiques que mes parents ont toujours traité avec beaucoup d'égard et de respect. Mais quand j'allais chez mes amis, je me rendais souvent compte que ces femmes étaient vraiment, elles étaient des fois violentées, battues, violées, passeports confisqués, se retrouver pratiquement dans un esclavage des temps modernes. Et ça me frappait comme n'étant pas normal, n'étant pas acceptable. Et je me disais toujours que ce problème n'existait que chez nous, que certainement qu'à l'extérieur, dans les pays comme le Canada, les États-Unis, l'Europe, etc., on était loin de tout ça et que je me retrouverais dans cette terre de liberté et de démocratie un jour. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Mais j'ai eu un petit... Disons, j'ai eu à ouvrir les yeux et à me rendre compte que c'était pas parfait ici non plus. Beaucoup mieux, beaucoup mieux, mais pas parfait. Et tu avais quel âge quand tu te souvenais, quand tu voyais ces choses-là? Écoute, en fait, la guerre a duré 15 ans. Elle a commencé quand j'avais 7 ans et s'est terminée quand j'en avais 22. Ma prise de conscience a été donc très jeune, parce que c'est quand t'es enfant et que, comme toutes les petites filles de la planète, tu joues à la poupée Barbie, tu regardes des dessins animés, et puis que tout d'un coup, tu es confronté à une réalité d'adulte, parce que les bombes tombent, qu'on doit aller se cacher, et donc tu poses des questions que tu ne devrais pas poser à ton âge. Et forcément, l'instinct de survie t'amène à observer autour de toi pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Mes repères sont un petit peu bouleversés, déboussolés. Exactement. Oui. Donc très jeune, j'ai dû me poser certaines questions qui ne devraient pas faire partie de l'environnement d'un enfant. Et puis, je suis arrivée ici. En fait, je suis venue au Canada en 2 étapes. La première fois, à l'âge de 11 ans, on est venu 4 ans, de 11 à 15 ans, mais on est retourné au Liban. Et par la suite, je suis partie. En fait, j'ai vécu seule à Paris à partir de l'âge de 17 ans. Seule et sans argent, ce qui est beaucoup plus compliqué encore, parce qu'il a fallu que je me débrouille. Et je suis restée là de l'âge de 17 ans à 22, presque 23. Et c'est à ce moment-là que je suis venue m'installer au Canada. Ouais. Et donc, la parité, quand tu es arrivée, comment elle est rentrée dans ta vie? Comment tu as choisi de porter le flambeau pour nous, parce que finalement, c'est ça, quelque part. Alors, écoute, ça a été graduel, parce que ça fait, je te dirais, une décennie que je me focus là-dessus, et ça fait 27 ans que je suis là. Donc, quand je suis arrivée, la première chose que j'ai constatée, au début, comme tout le monde, je suis allée à HEC, j'ai fait des études, j'ai commencé des boulots dans des très grandes entreprises, mais des boulots, en administration, en ressources humaines, et petit à petit, ma carrière a commencé à évoluer, j'ai commencé à avoir de plus en plus d'ambition, vouloir faire des choses, et en faisant tout ça, je me suis rendu compte que
il y avait un besoin dans la communauté. Il fallait que je m'implique, que je fasse une différence pour d'autres. Enfin, j'avais les moyens de faire quelque chose de concret. Que c'était possible. Voilà, de changer des choses. Parce qu'au Liban, surtout en tant qu'enfant, bon, je me disais, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Et j'avais absolument pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Et là, je me suis dit, bon, je peux pas changer le monde, mais je peux avoir un impact à ma façon, je peux changer le monde de certaines personnes. Et j'ai commencé par m'impliquer auprès des femmes en difficulté. Donc ça a été ça à la base, c'est de dire, bon, moi, je veux que ma carrière prenne son envol, mais il y a des femmes qui ne peuvent pas penser à leur cheminement de carrière, doivent penser à mettre de la nourriture sur la table, avoir un toit pour leur famille, et c'est difficile. Donc j'ai commencé par m'impliquer, j'ai passé 9 ans au Y des femmes, dans le cadre du concours Femmes de mérite, j'ai passé 5 ans sur le comité de nomination, 4 ans sur le jury, ça fait déjà 2-3 ans que j'ai quitté ça, mais j'ai fait ça pendant 9 ans, je me suis impliquée aussi au Logis Rose Virginie, je suis jusqu'à ce jour encore gouverneure du Chaînon, donc toujours très proche des causes de femmes et d'enfants aussi, avec Enfants Retour où j'ai passé 5 ans dans le conseil d'administration. Et au fur et à mesure que je m'impliquais, que je faisais des levées de fonds, que j'organisais des événements, que finalement, je me suis rendu compte que ma propre visibilité augmentait, mon propre branding, les gens commençaient à me connaître. Et ma carrière, à ce moment-là, a pris son envol parce que, et ça je le dis tout le temps à toutes les personnes qui veulent m'entendre, si vous n'êtes pas impliqué dans la communauté, si vous ne vous faites pas connaître autrement que par vos capacités, vos connaissances professionnelles, ça n'ira pas du tout aussi loin que ça pourrait. Et donc, au fil des années, que mon profil prenait de plus en plus d'ampleur et que ma carrière avançait, c'est là que je me suis rendu compte que ça devient de plus en plus difficile. Alors les postes d'entrée, on est là avec les hommes, c'est facile. Bien que même là, on se rend compte qu'il y a une discrimination en termes de salaire, parce que les femmes négocient moins bien que les hommes, elles exigent moins. On ose moins même négocier. Exactement. Et elles sont moins confiantes, elles ont moins d'assurance, et donc elles pensent que ce qu'on leur offre, elles ont déjà de la chance. Alors que l'homme, il dit, mais attends, t'as vu toutes les capacités que j'ai, c'est quoi cette offre? Non, il faut la bonifier. Finalement, c'est eux qui ont raison. Et donc, au fur et à mesure que ma propre carrière évoluait et que je me retrouvais moi-même confrontée à ce fameux plafond de verre, c'est là que j'ai pris conscience. Parce que j'ai pris un cours en gouvernance et je me suis dit, voilà, je vais aller siéger dans des conseils d'administration, il y a des besoins. Et les femmes ne se font pas appeler si facilement que ça. Les femmes ne font pas partie du Old Boys Club. Même si on nous connaît, on n'a pas la priorité. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer en 2010 la gouvernance au féminin avec plusieurs objectifs finalement. D'une part, d'encourager les femmes à développer leur leadership, à faire avancer leur carrière et à accéder à des sièges dans des conseils d'administration, mais d'autre part aussi à sensibiliser les hommes sur pourquoi ils doivent s'entourer de plus de femmes. Pas simplement pour des raisons éthiques, pas simplement pour être le reflet de la société, mais aussi parce que leur performance financière va être positivement impacté, parce que au niveau du branding, au niveau de la culture de leur entreprise, ça va être un grand plus. Et donc, il me semblait évident qu'on devrait rapidement atteindre des résultats. Malheureusement, ça s'avère être une machine un peu plus lourde que je ne pensais, mais justement, on continue. Ce serait à cause de quoi? Parce que finalement, on sait que c'est l'inconnu aussi. Hein. On n'a jamais eu de femmes. Il y en a quand même de plus en plus, mais ils n'ont pas eu de modèle. Peut-être qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas laissé plus grande la porte? Il y a plusieurs facteurs. Alors, si on pense aux femmes, pourquoi les femmes n'ont pas pris leur place? Parce qu'il y a effectivement des obstacles qui sont typiquement féminins, qui font que les femmes doivent modifier des choses pour y arriver aussi. Alors, je pense par exemple au fait que les femmes ont ce manque de confiance dont on vient de parler, ont l'impression qu'elles ne sont peut-être pas à la hauteur, n'osent pas. Il y a le fait que les femmes ne parlent pas de leurs accomplissements de la même façon que les hommes en parlent. Donc, on ne sait pas qui elles sont et qu'est-ce qu'elles ont réussi.
Et puis finalement, il y a ce fameux dilemme entre la vie professionnelle et la vie familiale, parce que ça continue à être, et ce sera toujours, les femmes qui portent les enfants et les femmes qui, plus souvent qu'autrement, jouent le rôle principal à la maison pour s'occuper de la famille, s'occuper de la maison et toutes les responsabilités qui en découlent. Et ça, toutes les études le démontrent, même si de nos jours, les hommes disent « non, moi je partage toutes les responsabilités avec ma femme ». Dans les faits, on sait que les femmes continuent à mettre plus d'heures par semaine et à la fin de la journée, c'est le nerf de la guerre. C'est combien d'heures j'ai pour faire avancer ma carrière et combien d'heures j'ai pour faire les courses, aller chercher les enfants à la garderie, m'occuper de ma mère qui est malade ou peut-être la mère de mon mari qui est malade, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est des femmes. Pour ce qui est des hommes, bon, évidemment, les hommes ont eu l'habitude d'être à la tête des entreprises, de décider entre hommes. Ça a toujours été comme ça. Ça ne peut pas changer en une nuit. Ça prend du temps. Et les hommes ont pris l'habitude de s'entourer de gens qui leur ressemblent. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'hommes blancs, québécois, mi-fin cinquantaine, dans les conseils d'administration. Ils se connaissent, ils ont étudié ensemble, ils ont joué au golf ensemble, ils ont peut-être travaillé ensemble et ils font appel les uns aux autres pour siéger dans les conseils d'administration. Et de faire venir une femme, eh bien, ils nous disent toujours que ça modifie la dynamique autour de la table. Alors là, c'est de leur poser les bonnes questions. Ça modifie la dynamique, oui, d'accord, ça peut déranger, mais est-ce qu'il y a un plus ? C'est ça, au final, est-ce que le travail est bonifié? Est-ce que les idées qui sont apportées sont meilleures, etc. C'est ça voilà. que tu veux dire, oui. Est-ce que les questions qui sont posées, est-ce qu'on y avait pensé tout d'un coup? Parce que les femmes et les hommes sont extrêmement complémentaires, mais voient les choses différemment. C'est pour ça qu'ils sont aussi complémentaires et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir les deux points de vue. Et c'est comme ça aussi qu'à la gouvernance au féminin, on a la parité dans le conseil d'administration. On a des coprésidents des comités qui, pour la plupart, sont des hommes et des femmes, un homme, une femme, un homme, une femme, parce qu'on estime qu'ensemble, ils vont avoir les meilleurs réflexes, les meilleures idées, le plus d'innovation. Et ça va rendre notre organisme plus robuste. Donc on n'est pas en train de dire où les hommes, les femmes doivent prendre la place. Jamais. On est en train de dire travaillons ensemble et amenons un certain nombre de femmes suffisants pour que ça change justement cette fameuse dynamique, parce que si c'est juste une femme, trop souvent la femme va avoir tendance à vouloir s'intégrer dans le moule et donc à mimiquer les comportements qu'il y a déjà autour de la table. Et donc là, c'est un petit peu moins utile. Surtout si elle se retrouve seule, des fois, elle va moins oser Exactement. Parler. Idéalement, il faudrait minimum 3 femmes dans un conseil d'administration pour que les femmes commencent à avoir les réflexes qui sont ceux qui sont les qualités qui viennent avec le défaut de manquer de confiance, parce que du coup, la femme va se surpréparer, va lire, va étudier, va arriver vraiment maîtrisant le sujet en se disant si on me pose une question, il faut que je sache quoi répondre. Et on se rend compte que très souvent, les hommes, eux, de par le fait qu'ils sont tellement à l'aise et confiants. C'est acquis. C'est acquis. La confiance est déjà acquise, nous on doit la gagner. C'est ça que... Exactement. Ouais. Exactement. Et du coup, ils se rendent compte que, elle a posé une question à laquelle j'ai pas une réponse. Peut-être que pour le prochain conseil, j'aurai intérêt à lire les minutes de la dernière réunion et à faire mes devoirs. Et du coup, ça élève le niveau du conseil d'administration dans son ensemble, ou du comité exécutif, ou de n'importe quel organe décisionnel finalement, de par le fait qu'on a des femmes, mais aussi, moi je suggère toujours de s'assurer d'avoir des personnes issues de l'immigration et d'avoir au moins un jeune. Il y a d'ailleurs maintenant une loi de la gouvernance des sociétés d'État qui exige un jeune de moins de 35 ans par CA de société d'État, tout comme on avait sous Charest une exigence d'avoir 50% de femmes, ce qui a été atteint très rapidement, comme quoi les quotas fonctionnent. Donc SAQ, Hydro-Québec, toutes nos sociétés d'État ont un nombre égal d'hommes et de femmes. Et tu parles de loi, justement, la certification à ce niveau-là. Tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui! C'est le sujet de l'heure? C'est le sujet de l'heure. Alors, les quotas, nous, on a, à la gouvernance au féminin, toujours beaucoup milité en faveur des quotas, parce que la raison principale pour laquelle il y a des réticences, parce qu'il y a des réticences au Canada, hommes comme femmes ont des réticences, ça, on en est parfaitement conscient, et les réticences viennent souvent, en fait, d'une mauvaise compréhension de ce que les quotas
quotas vont avoir comme impact. Ce que beaucoup de personnes me disent, c'est on va avoir des femmes incompétentes. Alors je trouve ça extraordinaire qu'on me parle de femmes incompétentes, alors qu'on ne se demande jamais si les hommes qui sont autour de la table du conseil d'administration, eux, sont compétents. Donc ça n'a rien à voir, le sujet de la compétence, puisque les quotas vont faire en sorte que les présidents de conseil, les PDG, les preneurs de décision vont être forcés à mettre une réelle emphase sur un recrutement de femmes. Mais on ne leur demande pas d'aller chercher des femmes incompétentes. C'est comme si on n'a pas trouvé suffisamment de femmes compétentes, alors qu'il y a tellement de femmes qui sont éduquées, qui sont expérimentées et qui ont la volonté et l'ambition et la carrière derrière elles pour faire une réelle contribution. Mais ils ne les connaissent peut-être pas, ils n'ont peut-être pas envie de faire l'effort, mais la loi des quotas, en Europe, ils sont vraiment tellement en avance sur nous, parce qu'en France, ils ont 40% de femmes dans les conseils d'administration et que nous, ici au Canada, on en a 15,9. Donc, c'est risible, c'est honteux, c'est surprenant pour les personnes qui sont hors Canada, qui ont l'impression que nous sommes un pays tellement progressiste et innovateur. Sur cette question-là, nous ne progressons pas. En 2010, nous avions 12% de femmes dans les conseils, tout comme la France et tout comme la Grande-Bretagne. Nous étions à la même enseigne. Eh bien, fast forward aujourd'hui, la Grande-Bretagne n'a toujours pas de quota, mais la Grande-Bretagne est à 30% de femmes dans les conseils parce qu'ils en ont fait vraiment un cheval de bataille. Et c'est David Cameron qui a piloté ça avec Lord Davis. En France, Marie-Jo Zimmermann a écrit la loi des quotas, la loi Copé-Zimmermann. Et en 2014, ça prévoyait 20% de femmes et en 2017, 40% de femmes. Et bingo, ils y sont parvenus. Et Marie-Jo Zimmermann sera d'ailleurs au gala de la gouvernance au féminin le 14 septembre prochain au Palais des Congrès. Elle a accepté mon invitation. C'est quelqu'un que j'ai eu la chance de côtoyer dans les dernières années, qui m'a invitée à parler à l'Assemblée nationale à Paris en 2015, justement, de l'expérience canadienne sans quota. Et force est d'admettre que on est en 2017 et il n'y a pas eu grand changement. Alors, la raison pour laquelle nous avons lancé une certification parité, parce que ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons du pouvoir. La gouvernance au féminin a donc décidé de créer son propre ISO, si tu veux, ISO de la parité, et inviter les entreprises à venir se faire reconnaître leurs efforts et obtenir aussi des recommandations sur comment on peut corriger ou augmenter le taux de participation des femmes au sein de l'entreprise, et ce, à tous les niveaux de l'organisation et pas seulement au comité exécutif et au conseil d'administration, mais depuis les postes d'entrée. Et cette certification parité est extrêmement robuste. On l'a créée avec un comité très expérimenté, qui s'y connaît au niveau de toutes les questions de gouvernance, de toutes les questions d'équité salariale, la parité, des recruteurs, des PDG, des administrateurs de sociétés, etc., sur le comité. Et en parallèle, on a eu le soutien de McKinsey & Company, un des plus gros cabinets de consultants au monde, et de l'ordre des CRHA, donc l'ordre professionnel des ressources humaines, dans le cadre d'une consultation publique qui nous a permis donc de confirmer que nous étions sur la bonne voie, modifier certaines choses, etc. Et donc là, on a 6 entreprises de très grande envergure qui sont dans la certification et sont dans le processus. Sont dans le processus. Okay. Voilà, on a lancé ça il y a à peine 2 semaines. Et on a déjà 6 entreprises, que je ne dise pas de bêtises. On a Laverie de Billy, Sodexo, Bureau en Gros, Sun Life, la Banque Nationale. Et pourquoi il m'en manque un? Et Rio Tinto, bien sûr, et Rio Tinto. Donc vraiment une démonstration que ces entreprises-là sont prêtes, sont fières de ce qu'elles ont accompli, souhaitent montrer au monde entier qu'elles ont mis les efforts et qu'elles ont l'humilité pour dire qu'on est prêt à recevoir vos recommandations. Caroline, tu as mangé récemment, tu as été à la table d'honneur avec le président Obama, oui. Tu as rencontré Macron aussi, oui. Et Obama a dit quelque chose, parce que j'ai écouté tout son discours qui était merveilleux. Il a dit que si dans les 2 prochaines années, on mettait des femmes à la tête de nos pays, ben, que le monde irait mieux.
Enfin, c'est ce que j'ai compris. Oui, oui. Alors, c'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était convaincu que si on donnait une chance aux femmes, et ça, c'est moi quelque chose que j'ai toujours considéré, que les femmes avaient un pouvoir de négociation qui est tellement dans l'inclusion et dans la bienveillance, et c'est ce qu'il nous faut. Parce que c'est des problèmes d'ego trop souvent qui vont amener à des guerres. C'est des clashs entre hommes. Et la femme va savoir, je pense que c'est cette intelligence émotionnelle qui habite les femmes. La femme va savoir désamorcer le conflit plutôt que de l'escalader. Elle va le sentir aussi bien à l'avance, hein, des fois. Absolument. Entre l'intuition féminine et... Oui, on a un certain nombre de qualités qui sont absolument extraordinaires. Les femmes peuvent faire des choses incroyables. Je pense sincèrement que la société, notre éducation judéo-chrétienne a trop souvent fait qu'on pense qu'on doit s'effacer, qu'on doit laisser l'homme, etc. Mais dans les faits, la force qui nous habite, je ne parle pas de force physique, mais je parle de la force morale, la force émotive, elle est énorme et on la sous-estime, mais je pense qu'on la développe de plus en plus et on va s'en rendre compte dans les prochaines années. Et une femme qui sait pourquoi elle fait les choses, qui a sa cause, qui a sa mission, elle fonce. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est ça. Ben, merci infiniment, Caroline. Avec plaisir. Les amis, partagez. C'est comme ça qu'on touche des milliers de personnes. Et c'est pas juste au Québec. Ce discours-là, il est bon pour l'international, à travers le monde, peu importe le pays. Donc, partagez. Merci et à la prochaine. Merci. On a parlé de parité entre hommes et femmes avec Caroline Coetzee. La semaine prochaine, nous allons parler de la place de la femme aujourd'hui avec Lise-Marie Boudreau. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.